Il y a de ça 3 mois, je vous avais soumis cette, miniature pour YouTube, étant moi-même un très grand fan du putaclic. Cela dit, je n'avais pas menti, hein, il y avait, réellement 5 230 $ de moins-value latente sur la performance. Et ensuite 3 mois plus tard, je vous donne ça. Donc là, en fait, c'est tout simplement je vous fais cette slide simplement pour vous rappeler qu'il est important de porter un jugement sur l'évolution des cours de bourse et surtout, toujours, que votre avis n'a pas changé. Si il y a 3 mois, j'avais vendu dans la panique, j'aurais en gros perdu 8 000 € en comptant la moins-value et en comptant l'esquive de la plus-value latente. Cela dit, les 2 800 $ pardon, c'est absolument ridicule. C'est pas ce que je recherche. Moi, ce que je veux, c'est un investissement long terme et c'est pour ça que je me suis positionné sur le titre. Et encore une fois, par souci de transparence, voici absolument toutes les prises de position que j'ai eues avec les dates, les montants et au prix auquel j'ai acheté. Et aujourd'hui, j'ai une position à l'achat qui a été de 24 743 $, sans compter la plus-valente des 2 860 $. Donc on en a pour un petit peu plus de 27 000 $ aujourd'hui de position sur Deckers Outdoor et un prix de revient unitaire par action de 103,5 $. Avant qu'on commence le débrief sur le Q3 de Deckers Outdoor, n'hésitez pas à liker la vidéo s'il vous plaît si vous appréciez ma transparence. Je pense qu'on est peu sur YouTube à montrer tout ce que je vous montre là et à se mouiller très clairement parce que c'est aussi quelque chose de particulier, hein. Quand on montre son visage, quand on montre toutes les opérations, qu'on accepte de faire des erreurs ou de faire des succès en live, en direct, et qu'on s'engage aussi parce que je veux dire que je m'avance beaucoup sur, ce que je pense être une bonne entreprise et aussi sur mes placements. Donc si vous appréciez ce travail-là, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit commentaire et à liker. C'est le moyen le plus simple de me soutenir. Sur ce, on est parti sur le débrief du Q3 de Deckers Outdoor, donc qui a été publié il y a de ça une semaine. Donc le jour où je vous tourne cette vidéo, nous sommes le 8 février 2026. Une chose que j'aime beaucoup faire, c'est comparer le trimestre précédent et le trimestre actuel. Sur le Q3 que nous cherchons à analyser, nous avons une augmentation du chiffre d'affaires de 9,8%, ce que je trouve acceptable tout juste. Si j'investis dans une entreprise, c'est pour qu'elle ait beaucoup de croissance et que je puisse surperformer le marché, c'est mon objectif, avec un objectif aux alentours de 15% annuel en termes de rendement, en comptant dividendes et performances du titre inclus. Et donc maintenant, si on devait s'attarder un petit peu sur la composition de la croissance de ce chiffre d'affaires, ça a été propulsé à 16,3% par une croissance du chiffre d'affaires de Oka et une croissance de seulement 8% pour Hug. Donc tous les résultats que je vous donne ici sont sur les 9 mois glissants, ce qui est plutôt représentatif, mais pas encore assez. C'est-à-dire qu'il manque encore 3 mois de résultats pour statuer réellement sur les résultats annuels. En sachant encore une fois et que je le rappelle que l'année 2025, donc l'année fiscale du coup 2026 pour Deckers, a été un petit peu particulière dans le sens où la rehausse des droits de douane a très clairement chamboulé le chiffre de trimestre en trimestre. Donc il y a eu des réassorts de stock, etc., etc., ce qui fait qu'une partie du chiffre d'affaires a été fait plus tôt, une partie des bénéfices aussi. Donc voilà, reprenons. On a aussi donc les autres marques, donc où on a eu une cessation de certaines marques qui étaient pas assez rentables. Donc en fait, on a une décroissance du chiffre d'affaires et il faut la comptabiliser aussi, dans le sens où cette décroissance du chiffre d'affaires se répercute aussi sur le résultat du chiffre d'affaires au global ici. Donc cela ne joue pas en la faveur de Deckers et ça tronque un petit peu le résultat, même si c'est relativement peu. On a eu aussi une très bonne reprise au niveau de la répartition des ventes, soit en wholesale, soit en direct to consumer. Donc il y avait eu une grosse vague de pessimisme sur le trimestre précédent, dans le sens où on avait un léger recul du direct to consumer de moins 0,2% sur le trimestre précédent. Donc ça impacte le cours dans le sens où s'il y a une réduction des ventes directement au consommateur, il va y avoir une marge qui sera moins importante chez Deckers et donc elle dégagera moins de bénéfices. Ici, on a eu, on va dire, entre guillemets, une réexplosion du direct to consumer, de la hausse, de la croissance du chiffre d'affaires en direct to consumer. Sur le dernier trimestre, on est à 8%. Là, les 4,7%, c'est en comptant les résultats de ce trimestre et des 2 trimestres précédents. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur les 3 mois glissants, effectivement, on a eu un plus 8% de ventes en DTC. Donc c'est quelque chose que j'avais un petit peu anticipé avec l'ouverture des nouveaux points de vente en Europe. J'en avais parlé lors de ma dernière vidéo sur Deckers. Donc ici, c'est pas tellement une surprise. Par contre, il y a quelque chose aussi qui a été mis en avant par le management. On en parlera un petit peu à la fin quand on fera un petit débrief sur l'earning call qui a été mené. Le management a mis en place quelque chose qui, je pense, aurait dû être mis en place depuis longtemps et ça a permis de faire augmenter les ventes en DTC. On en parlera juste après. Au niveau de la répartition des ventes, donc par géographie, donc Deckers a l'habitude de montrer ses résultats en splittant la répartition de ses résultats sur 2 domaines. Donc le domaine dit domestique, donc ici précisément aux USA, et les domaines à l'international, donc partout ailleurs.
Ce qui s'est passé sur les trimestres précédents, c'est qu'on avait eu littéralement une décroissance sur les ventes aux USA, ce qui est problématique parce que c'est là où elle fait principalement son chiffre d'affaires. Et là, en l'occurrence, on a un léger relancement de cette croissance, donc de 2 sur les 3 mois glissants, ce qui nous fait un 0,1 de croissance sur les 9 mois glissants. Ce qui est insignifiant, hein. Moi, à la base, j'investis sur Deckers Outdoor tout simplement parce que je suis absolument convaincu que le marché américain est en stand-by pour l'instant, qu'il y a des incertitudes vis-à-vis du consommateur et qu'il est très prudent sur ses dépenses. Et on a eu une croissance à l'international qui a été de 15 sur les 3 mois glissants, ce qui répercute un 27 sur les 9 mois glissants. Donc là, on commence à être sur une augmentation du chiffre d'affaires qui commence à être un petit peu plus représentative que celle qu'on avait pu voir sur les premiers trimestres, de l'ordre de 50 à l'international. C'est quelque chose qui n'était pas tenable. Et encore une fois, je vous le répète, 2026 a été une année particulière parce qu'elle a fait un déplacement des bénéfices et du chiffre sur les trimestres de manière précoce, ce qui a, on va dire, décalé un petit peu tous les résultats. Je vous mets ici les résultats du Q2 pour que vous puissiez comparer si jamais vous avez envie de faire pause. Et puis voilà. On va, je pense, passer à la suite. Je vous montre rapidement, je ne vais pas en parler, mais je vous les montre juste si jamais vous souhaitez faire pause. Donc là, vous avez les tableaux donc, des ventes wholesale et DTC, donc de 3 mois glissants et 9 mois glissants, si jamais vous souhaitez faire la comparaison de la reprise de la croissance sur les 3 mois glissants, donc sur un horizon de temps qui est plus proche, et sur les 9 mois glissants qui, pour moi, est beaucoup plus représentatif. Et vous avez aussi les résultats en géographie sur 3 mois glissants et 9 mois glissants. On passe à la suite. Je voulais aussi m'arrêter sur quelque chose, donc un indicateur qui s'appelle l'indice de confiance des consommateurs. Donc c'est un indice qui est publié mensuellement. Alors comment est-ce qu'il est publié? Comment est-ce qu'il est déterminé, pardon, je vais dire. Donc il y a un sondage qui est fait sur à peu près 3000 foyers américains. Donc on va leur poser diverses questions. C'est un échantillon représentatif hein, en termes d'âge, de revenus, de zone géographique. Et on leur pose des questions sur leur confiance vis-à-vis de l'économie actuelle des États-Unis, sur leur capacité à trouver des emplois facilement, etc., etc. Il en ressort un score à la fin qui représente justement l'indice de confiance des consommateurs. Donc ça, est-ce que ça a un impact sur le type de consommation qui concerne Deckers Outdoor? Eh bien dans les faits oui, parce que les produits qui sont fabriqués par Deckers sont des produits dits de consommation discrétionnaire, donc qui ne sont clairement pas indispensables à la survie d'un individu. Donc ce sont des chaussures qui sont même parfois potentiellement onéreuses, des chaussures de sport, et ce sont des dépenses qui peuvent être très facilement soit annulées, soit décalées. Et quand on a un consommateur qui est vigilant et qui fait attention à ses dépenses et qui n'est pas confiant, on va dire qu'il sera moins enclin à dépenser son argent dans les produits que fabrique Deckers. Alors aujourd'hui, on est sur un indice de confiance qui est aux alentours de 84. Pour vous donner un ordre d'idée, on n'a jamais été aussi bas en termes d'indice de confiance des consommateurs depuis 2014. Donc depuis plus de 10 ans. Donc c'est pour dire à quel point on va dire que le consommateur n'est pas forcément enclin à acheter des produits non essentiels. On va maintenant passer en vue rapidement l'earning call et ensuite je vais conclure et vous donner mon avis sur ces résultats. Alors bien souvent, quand je parle de learning call, je saute directement aux questions qui sont posées parce que c'est seulement là qu'on aborde des sujets qui sont dérangeants. Mais je fais le choix cette fois-ci de vous aborder quelques points qui sont évoqués par le management, tout simplement parce qu'ils reflètent leurs impressions, et je l'espère pour le moins sincères, de la situation de l'entreprise. Donc j'ai relevé quelques remarques intéressantes et j'ai voulu vous en faire part. Vous avez bien sûr à l'écran systématiquement les captures d'écran de la transcription corrigée qui a été publiée par Deckers, donc les sources sont 100% fiables. Alors tout d'abord, le management a été plutôt enthousiaste vis-à-vis du fait qu'ils avaient réussi à vendre beaucoup de produits à prix plein, donc sans brader les produits, tout en maintenant l'image de marque, et même en augmentant les prix pour compenser les droits de douane et conserver les marges. Et le consommateur a été très résilient et a continué d'acheter les produits de Deckers. Autre chose, et je vous en avais parlé juste avant vis-à-vis de l'augmentation des ventes directement aux consommateurs, le management a évoqué le fait qu'ils ont développé un programme de fidélisation du consommateur. Donc encore une fois, là, je vous dis que je trouve ça étrange qu'ils n'aient pas développé ça avant. Et ils disent que ça a très clairement contribué à l'augmentation de ces ventes-là, donc par le biais du site web ou des boutiques officielles Oka, notamment. Et ils se disent confiants parce que aux US, les ventes en DTC sont retournées à une croissance qui est, on va dire, saine, comparée aux trimestres précédents qui ont été relativement catastrophiques vis-à-vis des ventes en DTC pour Oka. Alors voici la partie la plus intéressante de l'earning call, en tout cas je trouve, parce que j'ai appris quand même certaines choses. Donc le management dit qu'en fait, les produits de la marque Oka sont seulement présents dans la moitié des magasins qu'ils ciblent ou dans lesquels il serait pertinent de mettre les produits en vente, et donc pour toucher un public plus large. Donc ça, c'est aux USA, hein. Et donc ça veut dire qu'il reste mécaniquement environ 50% de portes supplémentaires possibles sans changer de stratégie ni de segment. Donc avec Oka, ça veut tout simplement dire qu'il reste de la croissance à faire aux États-Unis.
Et d'après ce qu'ils disent, en plus de ça, et c'est ce qui est vachement étonnant encore une fois, quand on sait la croissance et le chiffre d'affaires qui est fait par Oka aux États-Unis, ils annoncent que Oka est seulement présente dans 25% des magasins spécialisés pertinents aux USA. Et c'est encore une fois ce qui montre que la croissance est encore possible aux États-Unis. En tout cas, d'après le management, s'ils sont absolument sincères avec ce qu'ils nous disent lors de cette earning call. Ils annoncent en plus de ça que la croissance de la marque Oka en Europe en est encore à ses «balbutiements» entre guillemets, dans le sens où il y a encore énormément de points de vente à atteindre, à toucher, un petit peu comme aux États-Unis, sauf que c'est encore plus le cas en Europe, bien sûr. Ils disent qu'ils ont seulement atteint 40% des magasins donc sporting goods. Donc qu'est-ce que c'est? Ces magasins dits, European Sporting Goods, c'est des magasins, on va dire, plus généralisés, type Decathlon, donc qui vendent de tout et n'importe quoi. Donc ils sont à l'inverse, qui ne sont pas des magasins spécialisés en running et ils ont atteint seulement moins de 20% des magasins spécialisés en running. Et ils disent, hein, et donc ça, ce sont les mots du management, ça illustre très clairement et significativement les opportunités qu'il reste pour la distribution et l'expansion de la marque. Concernant l'Asie et plus particulièrement la Chine, parce que c'est de là que vient la croissance de Oka en Asie, ils disent qu'ils ont seulement atteint un tiers du potentiel de croissance totale en Chine, concernant cette marque. Parenthèse de 10 secondes sur les stocks, alors je suis pas allé dans le détail, mais très clairement, quand vous regardez les cash flows, le bilan, etc., vous pouvez voir que la valeur des stocks a augmenté, on va dire un petit peu plus que prévu, et c'est normal parce qu'en fait, ils comptabilisent la hausse des droits de douane dans la valeur des stocks. Parenthèse fermée. On a encore une fois une revue à la baisse de l'impact des tarifs sur les bénéfices de Deckers. Donc on avait eu au départ de mémoire un impact estimé à 150 millions, puis rehaussé à 170 millions, rebaissé à 150 millions et cette fois-ci baissé à 110 millions, et avec seulement un impact de 25 millions de dollars comme étant quelque chose, un résultat non mitigé, donc non réduit, donc un impact réel sur les ventes de Deckers, ce qui est relativement minime et je trouve, pour ma part, et c'est mon point de vue, que c'est quelque chose d'un peu inattendu de leur part, dans le sens où on avait quand même un point de vue qui était très pessimiste au début vis-à-vis de l'impact résiduel des droits de douane sur ces résultats. Et aujourd'hui, on est donc beaucoup plus optimiste. Et il y a aussi un petit point de vigilance, dans le sens où le management a annoncé que le Q4 de l'année fiscale 2026 sera le plus impacté par les droits de douane, parce qu'on arriverait à un écoulement de 80% des anciens stocks qui ont été non impactés par les droits de douane. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous achetez un produit qui n'a pas été impacté par les droits de douane et qu'en plus de ça, vous augmentez le prix sur ce produit-là, ce qui se passe, c'est que vous augmentez beaucoup vos marges. Et derrière, aujourd'hui, quand Oka rachète, ou Deckers d'une manière générale, pour que ce soit les marques Oka et Hug, rachètent des produits, aujourd'hui, ils payent des droits de douane et ils vendent leurs produits au même prix qu'auparavant. Ce qui fait que la marge mécaniquement diminue. Donc le management ici annonce qu'il ne faudra pas être surpris de la diminution des marges sur le trimestre suivant. Pour ma part, je tiens à dire que je suis plutôt satisfait des mesures qui ont été prises par la société pour pallier ces droits de douane-là et l'impact qu'ils ont sur les résultats. On va maintenant parcourir les questions et réponses qui ont été posées lors de cette earning call. Comme toujours, il y a des questions qui sont intéressantes, donc je les relève et puis je vous les présente. On en avait un petit peu parlé lors de l'analyse du trimestre précédent. Ici, il y a un analyste qui demande au CEO qu'est-ce qui a fait que ce trimestre s'est mieux déroulé que le précédent. Et le CEO lui répond qu'ils ont espacé le lancement des différents produits. Donc on avait relevé de mémoire lors de la dernière earning call, donc l'avant-dernière du coup, qu'il y avait eu des chevauchements de lancement de produits, ce qui avait un petit peu court-circuité certains lancements. On va dire c'était dû plus à des erreurs de management et de lancement. Et aujourd'hui, ils ont rectifié le tir, ce qui fait que les produits et les lancements se sont mieux déroulés. Le CEO avait évoqué lors de sa présentation juste avant le début des questions-réponses le fait que Oka souhaitait couvrir un petit peu la partie dite lifestyle chez le consommateur. Donc lifestyle sous-entend que ce seraient des produits qui seraient potentiellement portés pour faire autre chose que du sport, donc dans la vie de tous les jours. Et on demande, un analyste lui demande quelles mesures sont prises justement pour couvrir ce secteur-là. Et le CEO lui répond juste qu'avec les produits qui sont lancés sur la marque running, sur le secteur du running, et le consommateur est au final enclin à porter leurs produits simplement par confort, sans que des mesures particulières soient prises par l'entreprise pour couvrir le secteur dit du lifestyle. Ils annoncent également que la partie, on va dire, sneakers de Hug a été bien reçue. Ils ont lancé effectivement une chaussure un petit peu plus casu et plus grand public pour les sneakers, et à ce qui paraît, elle a été bien reçue. Donc ils sont officiellement dans le marché des sneakers vis-à-vis de Hug. Vous me pardonnerez s'il y a des fautes sur le texte en rouge, hein, notamment vis-à-vis des marques, simplement parce que j'utilise une IA sur laquelle je dicte pour pouvoir écrire toutes mes remarques. Ici, un analyste demande si les prévisions de croissance du chiffre de Oka de 13 à 14% sont conservatives ou si le CEO estime que ce sont des prévisions réalistes.
Donc en fait, ça c'est parce que l'analyste estime qu'une croissance annuelle de 13 à 14 est très facilement atteignable. Et donc le CEO lui répond que c'est réaliste et donc en fait qu'il manage la croissance de la marque sur le long terme et préfère ne pas privilégier la croissance de trimestre en trimestre en sacrifiant l'image de marque. Comment est-ce qu'on peut sacrifier une image de marque en privilégiant la croissance de trimestre à trimestre? Eh bien en fait c'est très simple. Il suffit de faire fabriquer des stocks absolument colossaux de chaussures pour pouvoir répondre à une demande toujours plus forte. Sauf que parfois il y a des loupés, il y a des prévisions on va dire qui sont faites sur le goût du consommateur en fonction des modèles et des couleurs. Ce qui fait qu'à la fin ça se passe mal et que vous vous retrouvez avec une quantité de produits démentiels sur les bras et vous êtes obligé de brader les prix et donc d'impacter l'image de marque parce que implicitement quand vous bradez le prix d'un produit ça veut dire qu'il ne fonctionne pas et à l'œil du consommateur c'est relativement impactant et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui sur les marques de Hug, à la fois Hug et Oka, vous avez très souvent sur leur site, si vous allez voir, des ruptures de stock sur certains des produits grand succès. On va dire que ça entretient aussi un petit niveau un semblant de rareté sur certains produits et ça permet surtout à la marque de conserver son image de marque justement et de vendre ses produits à plein prix. On a une petite information pour le moins exclusive lors de cette earning call, avec le management qui nous dit être satisfait de la visibilité qu'ils ont à travers les 3 premiers trimestres de l'année prochaine, parce qu'ils disent que les carnets de commandes sont relativement bien développés et ils sont satisfaits de ça. Donc la phrase que j'ai surlignée ici confirme, on va dire, ma pensée, qui n'avait été à la base pas confirmée par le management lors de la dernière earning call, et qui était de dire que le consommateur avait été impacté. Et donc là, le management se dit avoir été vigilant vis-à-vis de l'état de l'économie aux États-Unis, également vis-à-vis du consommateur et de son pouvoir d'achat. Et ils n'ont au final jamais douté de la force de leur marque. Ça, par contre, je l'ai vu. Le management est confiant et je pense qu'il est réellement vis-à-vis de la force de ses marques. Et je pense que quand la confiance du consommateur repartira aux États-Unis, on aura quelque chose d'assez plaisant sur les résultats de l'entreprise. Et enfin, dernière question avant la conclusion. On a une question très intéressante qui est posée par l'analyste qui demande si des augmentations de prix sont prévues, donc potentiellement pour augmenter les marges. Et la réponse du CEO est très claire et il dit qu'ils ont l'habitude d'augmenter systématiquement les prix à chaque fois qu'ils font un upgrade sur un produit. Il annonce que ça a, depuis le début, très bien marché. On passe maintenant à la conclusion. Donc bien que les résultats aient été reçus très positivement avec une hausse du cours à plus de 20% lors de l'annonce des résultats, donc c'est effectivement ce qui s'est passé, hein. Aujourd'hui, on est plus sur une hausse de plus 10%, mais pour moi, on va dire que les résultats sont ni bons ni mauvais ici, mais plus dans la continuité des résultats du trimestre précédent. Donc pour moi, on est toujours sur un secteur un petit peu au ralenti, qui fonctionne au ralenti, et le pessimisme vis-à-vis du cours de bourse s'en dégage, on arrive, hein, c'est très bien retranscrit, et c'est pour ça que j'ai placé mes billes, parce que je pense que c'est justement une question de temps seulement. Je vois cette entreprise comme étant très bien gérée, avec des fondamentaux absolument exceptionnels au niveau de sa gestion, des produits de qualité, des marques très fortes, une expansion à l'international encore présente. Je mettrai un petit point de surveillance toutefois sur la marque Hug vis-à-vis de sa croissance à venir, mais autrement tout va bien. J'estime qu'encore aujourd'hui le prix de l'action est relativement intéressant, même après cette petite hausse de 10%, et je pense que pour un positionnement sur le long terme, il peut être intéressant de toujours reprendre une position avec le cours de l'action actuelle qui doit être aux alentours des 110 dollars par là. Je vous invite à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, si vous appréciez mon travail et la rigueur qui s'en dégage. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, j'y réponds systématiquement, ou ne serait-ce que même pour me dire que vous appréciez mon travail, ça me fait toujours vraiment très plaisir. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!